Bon, alors, comme nous avons un interlocuteur unique pour la présentation, c'est relativement facile. Bon. Donc, merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez l'objet de notre mission, l'emploi culturel, artistique. Petit coup de loupe sur l'intermittence du spectacle. Vous êtes donc un fin connaisseur de ce secteur culturel avec toutes les caractéristiques que nous lui connaissons. Est-ce que vous voulez bien peut-être nous faire part de vos réflexions de façon générale? Et après, probablement, on sera conduit, Jean-Patrick Gilles et moi, et éventuellement les collègues qui nous rejoindront, à vous solliciter de façon plus complémentaire. Bien, bonjour. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à parler un petit peu. Ah, ah oui. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à parler un petit peu de ce sujet des intermittents du spectacle. Je commence tout de suite comme ça parce que moi, mon point d'entrée et ma spécialité, c'est l'assurance chômage. Donc, si j'ai eu à connaître les métiers du spectacle, c'est par le biais du régime d'indemnisation du chômage. Euh, La difficulté première du sujet, c'est évidemment d'arriver à se concentrer sur les faits, sachant qu'il y a tout un ensemble de jugements de valeur sur ce secteur, en bien ou en mal, ça coûte cher, c'est important, c'est des beaux métiers, etc. Ce qui n'est pas du tout contestable, mais du coup, souvent, on en oublie assez largement les faits, et en particulier l'argent. Alors pourquoi on tombe assez vite sur ce régime des intermittents du spectacle? C'est que lorsque l'on regarde l'assurance chômage en France, on dit d'abord il y a le régime d'assurance chômage. En fait, il n'y en a pas un, il y en a à peu près au moins trois si on regarde les régimes significatifs en termes d'effectifs. Il y a le droit commun, évidemment. Il y a l'annexe 4, c'est-à-dire les intérimaires. Alors pourquoi c'est un régime spécifique? Parce qu'ils ont des règles d'éligibilité qui sont les mêmes que le droit commun, mais des règles qui définissent les droits qui sont un petit peu plus généreuses. Et puis enfin, on a le régime des intermittents du spectacle qui, lui, a les deux volets. Donc des droits avec des règles particulières, et puis, bien sûr, des règles d'éligibilité également particulières. Donc sur les deux volets, c'est particulier. Alors, rigoureusement parlant, on n'a pas le droit de découper les morceaux comme ça dans un régime d'indemnisation du chômage. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers de solidarité interprofessionnelle. Donc justement, si on a un système mutualisé, c'est bien pour créer une solidarité entre des gens qui ont un emploi et des gens qui n'en ont pas, et notamment pour que les secteurs en expansion puissent couvrir les secteurs en déclin, pour que les gens qui ont des contrats stables puissent couvrir les gens qui ont des contrats courts, etc. Donc cette solidarité est importante, mais il y a une condition importante à ça, c'est que tout le monde ait les mêmes droits. Donc là, on est dans un cas où, comme tout le monde n'a pas les mêmes droits, on est euh, légitimement conduit à découper des ensembles de règles et d'essayer d'associer des coûts à ces ensembles de règles. Donc ça pose deux problèmes. Un, c'est la légitimité de ces règles. Et deux, c'est finalement combien ça coûte et qui paye. Alors, concernant la légitimité de ces règles, si on regarde d'un point de vue purement factuel, euh, ce qui définit à peu près toutes les annexes au régime d'assurance chômage, c'est le fait qu'on a un problème quant à la comptabilisation des périodes de travail. Euh, donc c'est vrai pour les dockers, c'est vrai pour les assistantes maternelles, pour les marins de la marine marchande qui sont embarqués, etc. C'était vrai pour les intérimaires il y a assez longtemps. C'est vrai en particulier pour les intermittents du spectacle. Pour les artistes, on connaît la question des répétitions. Donc, on a ce fait générateur, même s'il n'est pas explicite, euh, comment, des annexes, enfin des exceptions au régime général, qui est lié au fait qu'on a une spécificité dans le décompte du temps de travail. Euh, Après, de là à dire que ça crée légitimement un droit à des règles plus ou moins généreuses, c'est un autre problème. Hein, ça ne va pas nécessairement avec.
Alors sur le point, est-ce qu'il est légitime d'avoir des règles de comptabilisation des droits différentes? Bien sûr. Est-ce que ça implique que du coup l'assurance chômage doit être beaucoup plus généreuse en termes de droits? Non, pas du tout. Euh, une assurance chômage, économiquement, c'est assez simple à définir. Ce que ça doit faire, c'est ça doit assurer un revenu aux gens qui sont privés d'emploi de manière à ce qu'ils puissent maintenir leur consommation en attendant de retrouver un autre emploi. Donc, ça, c'est assez brutal hein, comme définition, mais il n'y a pas d'autre fonction. Donc à partir de là, on a une durée optimale des droits, on a un taux de remplacement optimal, et puis il faut limiter les effets adverses, hein, comme on dit, c'est-à-dire le fait que comme on est payé en étant au chômage, bah, ça désincite à l'emploi. Donc enfin, il y a tout un tas de critères qui permettent de définir ça. Et si on regarde le régime des intermittents du spectacle, on est totalement en dehors de ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les règles ne sont définies en fonction de ces critères-là. Donc maintenir la consommation pendant une durée optimale relativement à la durée moyenne du chômage. Donc du coup, on a déjà un problème, c'est que l'instrument qu'on a là, finalement, il ne fonctionne pas comme une assurance chômage si on regarde ces paramètres. Après, on a d'autres symptômes curieux. On a d'abord le fait que... alors, on ne sait pas vraiment combien il y a d'intermittents. Si on regarde les sources, vous avez écrit un rapport en 2004 où c'était déjà indiqué. On voit bien que entre le nombre de bénéficiaires une fois par an, le nombre de bénéficiaires au 31 décembre du régime des intermittents, et si on divise les dépenses par les indemnités que reçoivent en moyenne par an chacun des intermittents, on trouve encore un autre chiffre. Hein. Donc on trouve autour de 70 000, on va dire aujourd'hui dans ce dernier cas, 108 000 à peu près de mémoire si on a les gens qui sont bénéficient au moins une fois dans l'année, et à peu près, je sais pas, on doit être à 60-70 000 au 31 décembre. Donc déjà, on a un problème de quantification. Quand bien même on a ce problème, on se rend compte assez vite qu'il y a à peu près un tiers des intermittents du spectacle qui sont tout le temps au chômage. Et 2 tiers des intermittents du spectacle qui passent au moins une fois par an par le régime d'assurance chômage. Si on transpose ces données dans le droit commun du salarié moyen, ça voudrait dire que dans le champ de l'emploi marchand, on a 12 millions de gens qui passeraient par le chômage par an. Et puis, ça voudrait dire qu'on en a à peu près 4 à 6 millions qui seraient indemnisés en fin d'année chaque année, hein, selon le moment et donc la conjoncture économique. Donc, c'est gigantesque. Le chiffre qui est comparable aux données qui sont publiées par l'assurance chômage en général, c'est-à-dire le droit commun, on a à peu près 2 500 000 chômeurs indemnisés aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 intermittents du spectacle indemnisés. Hein. Quand on prend les autres chiffres, ça a tendance juste à diminuer la somme qu'en moyenne ils reçoivent chaque année. Donc on a énormément de gens qui bénéficient du système, que ce soit une photo instantanée ou chaque année. Et ils nous en bénéficient d'une manière totalement indépendante du niveau de chômage dans l'économie. Donc ça, c'est un symptôme qui, pour un économiste qui regarde la chose froidement, est quand même surprenante. Et en plus, on pourrait se dire que tout ça, beaucoup de chômage dans un secteur d'activité, dissuade les actifs de postuler à des emplois dans ce secteur d'activité. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'on voit bien que le nombre d'intermittents du spectacle, il a considérablement augmenté depuis une vingtaine d'années. Je ne dirais pas qu'il a doublé, mais enfin, on ne doit pas être loin de ça. Donc, du coup, on a ce paradoxe qu'il y a de plus en plus de gens qui postulent à des emplois dans un secteur où il y a de plus en plus de chômage. Donc, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un élément manquant dans le panorama et que si les incitations économiques pendant 20 ans ne fonctionnent pas de manière aussi puissante, même si elles sont un peu théoriques, quand même, il y a un petit problème. Donc le problème est évidemment que le régime d'indemnisation du chômage est très généreux.
Alors, sa générosité, elle est qu'il donne des droits pour des périodes de travail finalement assez courtes. Hein. Alors c'est à peu près de l'ordre de 4 mois si on regarde en équivalent temps plein comparable au secteur marchand. En fait, si on regarde le système des cachets, etc., on peut voir qu'en 2 mois et demi, on peut avoir ses droits à peu près. Et dès lors qu'on a acquis le droit d'entrer dans le système, on a 8 mois de droits de manière forfaitaire. Ce qui n'est pas le cas dans le régime général, par exemple, où les droits sont directement dépendants des périodes travaillées, donc des contributions. Donc du coup, ça, c'est une générosité très importante, puisqu'en fait, ça veut dire que le système est 2 fois et demi à 3 fois plus généreux que le régime d'indemnisation normal. Il distribue à peu près 1,2 milliard d'euros par an de prestations, et il reçoit à peu près 240 millions d'euros de cotisations. Donc ça, c'est un chiffre très important, les cotisations. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'inférer la masse salariale. Considérant qu'il y a 10,4% de cotisations sur les salaires dans ce secteur, ça veut dire qu'on connaît la masse salariale, elle est à peu près de 2,2 milliards d'euros, à peu près, on va dire. 10,4%. Je fais une petite parenthèse sur la cotisation, elle est beaucoup plus importante que dans le régime général, c'est 6,4. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la réglementation. Il est dit que dans cette cotisation, il y a 2 fractions de 5,2%, et que ces 2 fractions, la première est une contribution au régime général d'indemnisation du chômage, et que l'autre fraction est, donc l'autre moitié, sert au financement des droits spécifiques des annexes. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on a un financement asymétrique. C'est-à-dire que s'il y a un déficit des annexes 8 et 10, le régime général le finance. Si on était dans la situation inverse, le régime général ne pourrait compter que sur les 5,2%, hein, stricto sensu. Ça n'arrive jamais, mais bon. Et on est bien, c'est une question qu'on se pose depuis le début, on est bien sûr que combien vous avez dit, 240 millions là, de cotisations, ça représente les 10%, pas les 5,2. Il y a une ambiguïté depuis le début. On se dit à quoi. Vous voyez, parce que sinon ça change. Oh bah, oui. C'est un peu ma question. Parce que quand on dit le régime est très déséquilibré, 1 milliard, c'est qu'on calcule déjà que ce qui est la cotisation dans le cadre d'un CDDU. Voilà. Parce qu'on pourrait faire un autre calcul déjà. On pourrait calculer ce que cotise à l'UNEDIC l'ensemble des employeurs culturels, permanents et CDDU. Enfin, c'est un autre mode de calcul. Et là, donc, ce que vous disiez, enfin, on connaissait un peu les chiffres, mais voilà, il se pose une question. Je ne savais pas qu'il y avait la moitié qui part dans le régime général, enfin, qui est présenté comme ça, qui est censé partir dans le régime général, et une moitié plus spécifique pour le. Mais il faudrait être sûr que les 240 millions correspondent à la cotisation de 10%, parce que après, quand vous inférez la masse salariale, c'est pas la même. Ouais. Bon, on vérifiera auprès de l'UNEDIC, peut-être. Enfin, j'imagine que. Non, parce que on n'a pas vraiment de réponse. Mais le point, c'est que moi, je pense qu'il n'y a pas de doute que c'est les 10,4. Comment? Les 10% qui font 200. D'accord. Ça m'avait jamais effleuré en sens inverse. Je rebalaye rapidement ce que j'ai en tête, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment les 10,4. Donc du coup, il y a une conséquence importante, c'est que les prestations distribuées représentent, il faut bien voir qu'elles sont à peu près nettes. Dans la précision des chiffres, parce que vous avez regardé Jean-Patrick Gilles avec un regard un peu absent, lorsque par rapport peut-être à la connaissance que l'on peut avoir de la masse salariale de la branche d'activité, parce que on ne peut pas comparer, enfin je ne sais pas comment on marche dans l'automobile, quoi, hein, par rapport à l'annexe 4, comment, vous voyez ce que je veux dire, c'est les éléments de comparaison qu'on nous donne, quand on est sur l'annexe 4, et je prends l'automobile qui probablement est parmi le secteur d'activité qui utilise le plus, éventuellement, pas seulement, mais
qui utilisent l'annexe 4. Quand on nous parle de ça, on nous dit, mais vous imaginez, il y a X centaines de milliers de personnes qui sont dans la branche, etc. Et donc, même si l'annexe 4 est déficitaire, mais rapporté à tout ça, etc. Alors que dans l'intermittence du spectacle, c'est un peu comme si on regardait uniquement par rapport aux cotisations payées par l'annexe 4 pour financer l'annexe 4. Et donc c'est un peu ça. Comment se fait-il que l'on ait un regard asymétrique sur, sur la réalité de l'intermittence parce que au bout d'un moment, si on veut effectivement marquer que ça ne marche pas, oui, ça ne marche pas, ça c'est évident. Hein. Donc la question que je vous pose, je repose la question de Jean-Patrick Gilles, est-ce qu'il y a un moment donné, un économiste, peut-être vous, pourquoi pas, s'est intéressé à essayer d'avoir une mesure de l'impact de l'intermittence par rapport à un secteur d'activité, d'accord, qui correspond au ce pourquoi l'intermittence existe. Alors d'abord, quand on regarde les effectifs ou la masse salariale du secteur, alors après, c'est pas forcément ma spécialité, mais bon, grosse moitié d'intermittents, enfin une moitié d'intermittents à peu près, c'est des chiffres, c'est ça à peu près que j'ai en tête. Le problème, c'est que quand on regarde une source statistique, on n'a jamais deux fois la même. Enfin, chaque source a une... C'est pour ça que je dis à peu près 50%, je sais bien que ça varie beaucoup autour de ce chiffre. Mais bon... la difficulté, c'est que est-ce qu'il faut agréger, comme dans l'automobile, les salariés normaux et ceux qui ont des droits spécifiques, on va le dire comme ça. En l'occurrence, non, je pense pas. Pourquoi En permanence, on nous dit, mais attendez, les annexes 4, c'est... Mais non, mais attendez, par rapport au secteur, c'est pas mesuré. Hein, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas mesuré. Le problème, c'est que c'est affirmé sans être mesuré. Et sur l'intermittence, par contre, on mesure et on ne se pose pas la question globale. Quoi. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien. Oui, enfin, dit autrement, ça fonctionne d'un certain... Les gens ne le savent pas, mais ça fonctionne d'un certain point de vue de la même manière. C'est-à-dire, on est au cœur de l'actualité, mais vous avez les grandes entreprises, elles ont certes des salariés permanents, sûrement plus importants que dans le monde du spectacle ou artistique, mais on sait très bien que le système est quelque part soutenu par le fait qu'ils utilisent des volants importants de jeunes, notamment intérimaires, qui travaillent que 6 mois par an, et les 6 autres mois, ils sont indemnisés, ils savent très bien qu'ils reviennent dans le circuit dès que le pic de production revient. Donc il y a une forme de comparaison. Et c'est vrai que ce sont des calculs qu'on ne fait jamais et qu'on doit se poser aussi la question. C'est pour ça qu'on pose à vous comme économiste de dire, est-ce qu'on ne doit pas les faire, ces calculs? Est-ce que ça ne serait pas pertinent, quoi? Parce qu'on le dit, pourquoi on dit ça? Vous voyez bien le parallèle, c'est qu'ici tout le monde dit donc la culture est sponsorisée à hauteur de 1 milliard par l'UNEDIC, pour faire très court, mais on ne dit jamais combien Peugeot est sponsorisé par l'UNEDIC. Par le système, là, non pas l'annexe 8 et que l'annexe 4. Alors là, c'est fait à la hache, hein, mon histoire, mais il y a quand même une petite réflexion à avoir là. Le premier point, c'est que ça n'a... Enfin, je pense qu'on ne peut pas comparer l'annexe 4 et les annexes 8 et 10. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Les je veux d'abord dire un point, c'est les 2-3 chiffres que je vous ai donnés. Hein, il y en a plein d'autres, mais en tout cas ceux-là, jamais une assurance chômage ne peut fonctionner avec ce type de ratio. Ça n'existe pas. Donc c'est pas possible. Indépendamment du fait de savoir si c'est légitime. Après, pour répondre à votre question du périmètre, si on prend les contrats courts et les contrats longs à l'assurance chômage, ce qui est un peu le problème de l'annexe 4, la différence entre les contributions et les prestations, c'est 8 milliards d'euros. Mais c'est normal. Si les contrats courts contribuent pour 8 milliards d'euros de moins que ce qu'ils coûtent. Mais c'est normal, je veux dire, une assurance chômage est là pour ça. C'est ça la solidarité interprofessionnelle, c'est de créer une solidarité entre des gens qui ont un emploi et des gens qui n'en ont pas. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc, si on regardait l'annexe 4, ce qu'il faut voir, c'est en quoi elle coûte plus cher relativement au fait de savoir si la différence entre être employé en CDD ou en intérim avec les mêmes caractéristiques d'emploi, combien ça coûte en plus. Donc, sur l'annexe 4, c'est la seule question qui se pose. Ici, on n'est pas dans le régime général de l'assurance chômage. On a un régime spécifique qui, même si on avait une vision large des industries récréatives, je ne sais plus comment on les appelle, où il y a énormément de CDI aussi, et qu'on isolait ces industries en disant vous avez un régime d'assurance chômage entre des gens qui ont des emplois stables et des gens qui ont des emplois instables, ça ne tiendrait pas non plus debout. Pourquoi ? Parce que l'ordre de grandeur de la générosité des droits est tellement gigantesque qu'il n'arriverait pas non plus à financer. Et même si on disait on a 200 000 salariés qui cotisent à 6,4% dans un régime où il y a aussi les intermittents, on verrait bien que ça compte très marginalement. Ça nous, de tête comme ça, on augmenterait les contributions de 200 millions d'euros, ça ne changerait pas le débat, quoi. Alors que dans l'automobile, d'abord c'est pas l'automobile qui utilise le plus d'intérimaires, mais on voit bien que on n'aurait pas du tout le même genre de chiffres. Hein. On aurait des choses certes plus généreuses pour les intérimaires, mais tout à fait soutenables. Hein. Après, en termes, ce serait un problème de tarification. Alors que là, on n'est pas du tout dans un problème de tarification. On est totalement ailleurs. Hein. Quand on dit que les prestations distribuées représentent à peu près, parce il faut compter en net quand même, hein, donc à peu près 70% de la masse salariale, ça veut dire qu'à l'échelle macro, sur la masse salariale du secteur privé, c'est comme si on distribuait 300 milliards de prestations par an au lieu de 35. Hein. Donc du coup, il faut bien comprendre qu'on est on n'est pas dans un univers comparable dès lors qu'on regarde les annexes 8 et 10. Hein. Et donc, même s'il y a des problèmes ailleurs, j'en conviens bien, là, on est quand même dans une question où, outre le fait que l'équilibre financier ne passe pas, les modalités d'indemnisation ne tiennent pas debout et on ne voit pas vraiment à quelle incitation économique elle se rattache, voire même à quelle incitation sociale. Mais bon. Donc, du coup, c'est ça vraiment la difficulté. Alors, outre ces petits points macro, on a quand même aussi la difficulté à comprendre les règles. C'est-à-dire, quand on regarde la règle qui définit le taux de remplacement, qui est spécifique, on voit bien qu'elle dépend du salaire, de la somme des contributions, des salaires qui ont servi à payer les contributions, et dépend du nombre d'heures travaillées, ce qui n'est pas le cas dans le régime général, et puis d'une partie fixe. Donc, on a un taux de remplacement qui, pareil, est complètement hors norme, qui dépasse 100% du revenu mensuel moyen qu'on est censé remplacer. Une assurance chômage, ça remplace un revenu mensuel moyen. Là, on est souvent dans un taux de remplacement qui dépasse les 100%, même dans la plupart des cas. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est qu'il y a une spécificité aux annexes 8 et 10, c'est que les chômeurs vont jusqu'au bout de leurs droits pour la plupart d'entre eux. Le taux de consommation, ça doit être quelque chose comme 230 ou 235 jours sur 242 possibles. Dans aucun, même dans les populations qui utilisent le plus leur droit à l'assurance chômage, les seniors, hein, qui ont peu de possibilités de réinsertion dans l'emploi, on n'a pas du tout, on a des taux de consommation de droits qui doivent être de l'ordre de 50% de la durée potentielle. Donc on voit bien, ça c'est un symptôme du fait qu'il y a intérêt à rester au chômage. Sinon, ça veut dire que les gens n'y seraient pas. Hein. Or, une assurance chômage doit bien avoir comme particularité d'inciter au retour à l'emploi en faisant en sorte que le chômage est moins rentable que l'emploi. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est pas le cas quand on regarde les données macro, c'est pas le cas quand on regarde les règles d'indemnisation, et puis c'est pas le cas. On en a un indice quand on regarde les durées passées au chômage par les intermittents. Et ce, bien que les allocations soient plafonnées plus bas que dans le régime général. Avec une petite parenthèse quand même, c'est que je pense, mais ce n'est écrit dans aucune réglementation, mais comme ce n'est pas interdit, normalement, du coup, c'est autorisé, que des intermittents du spectacle qui auraient
des droits plus importants dans le régime général que dans les annexes 8 et 10 peuvent postuler au régime général. C'est-à-dire un gros salaire et une durée d'indemnisation supérieure à 8 mois. Bon, il n'y a aucune statistique là-dessus, mais du coup, ça veut dire qu'on peut optimiser aussi entre les deux le cas échéant. Merci. Donc, Jean-Patrick, j'imagine que tu as des sollicitations. Oui. Et après, Finalement, bon, votre position, c'est que on a un peu dévoyé, donc enfin un peu beaucoup, dévoyé un système d'assurance chômage et qu'on est passé d'un, ça fonctionne non plus comme l'assurance chômage qu'on appelle un revenu de remplacement, mais un revenu de complément, quoi, qui fait fonctionner l'économie artistique. Et que, vous ne l'avez pas dit, mais on le comprend bien, qu'il faudrait mettre bon ordre à ça, quoi. Est-ce que, si je suis votre réflexion, quelles sont les pistes après? Alors, est-ce que vous pensez on pose la question à tout le monde, l'idée de dire aussi il faudrait une carte professionnelle, voilà, définir donc du coup on rentrerait dans une forme de statut, ce qui est toute l'ambiguïté, hein, parce qu'on est dans un régime d'indemnité, mais certains parlent d'ailleurs de statut d'intermittent, ce qui est quand même un bel oxymore, mais alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à carte professionnelle ou quels sont les autres processus qu'on pourrait trouver? Parce que ceux qui défendent le système, finalement, ont tendance à dire qu'on est à un point une sorte de point d'équilibre, finalement, voilà, accepté par la société. Bon, vous, visiblement, ce n'est pas votre thèse, vous indiquez qu'on est dans un grave déséquilibre. Donc, comment on fait pour maîtriser ces deux annexes? Bon, une piste aussi, par rapport à ce que vous nous avez décrit, ça va paraître modeste, mais c'est aussi dans les questions des plafonnements, plafonnement de l'indemnité. Enfin, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous avez parlé des montants ou du taux de remplacement qui vous paraissait important. Plafonnement aussi justement parce qu'on est parfois dans un revenu de complément, du cumul revenu-indemnité. J'imagine que vous serez plutôt favorable au moins à cela. Et puis peut-être, et on peut peut-être commencer par cela, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup d'auditions, et j'imagine que dans vos travaux, vous avez dû être confronté là, les difficultés sur les données, quand même, hein, visiblement. Alors, est-ce qu'on peut repérer d'où vient la difficulté? Parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les chiffres, ça va être encore plus difficile de se mettre d'accord sur les solutions, parce qu'à chaque fois, on va rebondir sur ces débats-là, quoi. Alors d'abord, quand on regarde le régime d'assurance chômage, on a toujours une difficulté avec les données. Il y a assez peu de données. Donc on a toujours une difficulté d'analyse et on est toujours obligé d'aller traquer un peu les incohérences pour arriver à bien éclairer ce qu'on veut dire. Dans les éléments de contexte, quand même, pourquoi je suis peut-être aussi radical sur ce que je dis, c'est qu'il faut bien avoir conscience que sans ce régime spécifique, l'assurance chômage aujourd'hui ne serait pas endettée du tout. Ah non. Oui. C'est un milliard ici, c'est un peu plus que ça. Mais enfin, quand on va arriver enfin, ça dépend quelle année on prend, mais Et même avec l'annexe 4, il ne serait pas endetté. En fait, la bonne année de base, c'est 1990. Pourquoi? Parce que la bonne année de base, oui, mais tous les régimes sont en équilibre, y compris le régime général. Et donc, du coup, on peut bien voir comment l'histoire se déroule depuis. Donc, il y a eu beaucoup de changements de règles dans le régime général. Les annexes 8 et 10 sont toujours déficitaires. L'annexe 4, ça commence au milieu des années 90. En tout cas, si on regarde les 8 et 10 d'un côté et le reste du monde, on voit bien que l'annexe 8 et 10 a accumulé à peu près 18 milliards d'euros de dette. Et donc, que le reste du régime est à peu près équilibré. C'est un point très important parce que quand on fait des réformes de l'assurance chômage,
c'est les règles des autres qu'on modifie, alors même que le système n'est pas déséquilibré. Et le prédicat de départ, c'est toujours de dire « Ah bah oui, il y a une dette ». Et donc, mais on modifie jamais la règle qui crée la dette. Donc du coup, en termes de politique économique de manière plus générale, ça pose un problème que de ne pas avoir une analyse correcte à la base. Alors après, c'est quoi la solution? Quand on veut stimuler une production, ici c'est la production culturelle, en économie, on ne donne pas d'argent aux gens qui ne travaillent pas. C'est dit à peu près brutalement, mais là, l'assurance chômage des intermittents, finalement, elle subventionne le secteur à la condition, enfin les gens qui travaillent dans ce secteur, à la condition qu'ils ne travaillent pas et au moment où ils ne travaillent pas. Donc, instinctivement, la règle efficace, c'est de dire, il vaut mieux donner le même argent en subvention à la production. Il n'y a pas photo. C'est ça qui subventionne la production culturelle, c'est d'avoir quelque chose, à la limite un complément de salaire au moment où ils travaillent, serait beaucoup plus sain que ça. Alors après, on ne va pas exclure les intermittents du spectacle de l'assurance chômage tout court, c'est pas du tout ça. Mais on voit bien que après c'est de l'ordre du droit commun. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit une subvention, je sais pas, l'entrée du cinéma est gratuite ou est 1 euro à tout le monde, ça coûterait moins cher. Subventionner à peu près le double de ce que donne le ministère de la Culture au spectacle vivant dans sa définition du spectacle vivant, ça coûterait moins cher. Donc des subventions à la production, radicalement, ce serait mais 1000 fois plus efficace. Donc ça, c'est assez clair. Après, si on veut rester dans le cadre du régime d'assurance chômage, je pense qu'on ne peut pas éviter de parler du problème d'équité. Le fait que, d'une part, les autres salariés financent des droits gigantesques pour une petite partie de la population, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas financer des droits pour eux, bon, c'est quand même une question. Après, le fait que tout ça repose sur le secteur marchand uniquement est un autre problème. C'est si on est face à quelque chose d'intérêt général, c'est pas le coût du travail dans le secteur marchand qui est le bon instrument, c'est un impôt, hein, beaucoup plus largement assis, voire même la redevance télé, voilà. Mais en tout cas, c'est pas le coût du travail des salariés du secteur marchand défini par le périmètre de l'assurance chômage habituelle, ça c'est sûr. Donc par rapport à ça, une carte professionnelle, ça réduirait le nombre de gens, mais ça réduirait pas le problème. Ça voudrait dire que ceux qui restent, ils ont toujours une incitation qu'on ne comprend pas, qui n'est pas la bonne puisque c'est pas quand ils travaillent. Et puis du point de vue de l'équité, que ce soit l'équité de traitement des salariés face au chômage ou l'équité du financement de cette indemnisation, les problèmes subsisteraient. Bon, ils se verraient moins puisque il y aurait moins de gens. Après, plafonner les indemnités ou le régime d'activité réduite, c'est-à-dire le cumul allocation-salaire des intermittents du spectacle, oui, mais encore une fois, il faudrait que la règle de base soit saine, c'est-à-dire qu'on la comprenne. Or, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi on a un taux de remplacement différent. Or, ça explique beaucoup de choses. Hein. La façon dont est calculé le taux de remplacement crée un petit artefact qui fait que, par exemple, si vous êtes salarié à temps plein dans l'intermittent du spectacle, vous venez une fois dans le régime un jour, et après, vous êtes en activité réduite, à temps plein également, enfin ce qu'on appelle de l'activité réduite, mais vous reprenez le même travail à temps plein, le régime si vous êtes au SMIC, le régime vous verse 17% de prime ad vitam aeternam. Juste d'être venu un jour. Juste par la modalité de calcul du taux de remplacement, ce qui montre qu'elle n'est pas compréhensible d'abord par l'usager, et en plus, elle n'est pas utilisée comme un instrument de gestion du compte. Donc du coup, il faut, oui, pour plafonner, mais alors il faudrait revoir ça sur la base d'une règle saine, mais à ce moment-là, l'équité serait dans l'autre sens. C'est pourquoi plafonner plus les intermittents que les autres dès lors qu'on a la même règle saine à la base. Donc la solution, c'est assainir les règles à la base et leur donner un sens économique par rapport à ce qu'on doit donner ou pas à un chômeur pour le protéger d'une part et d'autre part éviter qu'il ait des mauvaises incitations et qu'il soit incité quand même à reprendre un emploi.
Et puis après, les données, oui, on a des problèmes de données. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai pour l'assurance chômage en général. C'est vrai pour ce secteur en particulier, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je pense que chacun en donne sa définition. Quand on regarde le ministère de la Culture, l'INSEE, l'UNEDIC, la Caisse des congés spectacles, enfin j'en passe un grand nombre, on n'a jamais deux fois le même chiffre, ce qui est quand même une vraie question. Question qu'on ne se poserait pas et qui n'aurait d'ailleurs aucune importance si tous ces gens avaient les mêmes règles d'indemnisation du chômage que les autres salariés. Donc on voit bien que ça c'est un peu la face nord. Si on veut réglementer tout ça, en fait c'est juste parce qu'on n'attaque pas le problème par le bon bout. Voilà. Alors, Monsieur Rogemont. Oui, d'abord j'ai trouvé intéressant le propos, parce que je l'avais entendu déjà par ailleurs, comment financer plutôt le travail que le non-travail. Ça a été voté il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas très longtemps. Il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, c'était le RSA chapeau. C'est-à-dire de dire, tiens, on va financer les gens. Résultat des courses, je ne sais pas où on en est de cette affaire, mais ça n'a pas fait florès, cette affaire. Je veux dire, c'est compliqué à mettre en place, ce dispositif, si tant est qu'on veut le mettre en place, quoi. Je reviens sur le secteur marchand. C'est quand même un peu curieux que l'on puisse, par exemple, aborder une bonne partie de l'industrie comme audiovisuel, cinématographique, comme étant un secteur non marchand. Ça reste quand même un secteur marchand. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne vois pas fondamentalement de différence dans la création de richesse. Parce que là, sinon, on a tendance à penser au saltimbanque. Puis on le met devant, on dit, bon, ça, c'est pas le secteur marchand, c'est pour... Mais l'essentiel, quand je regarde, enfin, je reprends tout le temps et je vous la pose en même temps, je l'ai déjà posée à plusieurs personnes. Quand on regarde l'évolution des annexes 8 et 10 depuis la modification 2003, donc qui a commencé son impact en 2004, on s'aperçoit que, j'allais dire, l'annexe qui intéresse les saltimbanques, enfin les artistes, puisque maintenant c'est concentré, n'a fait que baisser en nombre et en volume financier. Depuis 2004 à 2011, les chiffres sont... alors que l'annexe 8, qui intéresse plutôt le secteur, j'allais dire, marchand de l'opération, n'a fait que croître. En nombre, très important, et en volume financier aussi très, très important. Donc là, j'ai une double question. D'une part, parce que on peut considérer que ce qui est dans la production audiovisuelle, cinématographique, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le secteur marchand, on ressort avec Christian Kert d'une réunion depuis ce matin à 8h30 là, avec, sur les chaînes, quoi, et sur la production, etc. On est vraiment dans le secteur économique, etc. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est est-ce que, par rapport au nombre que j'évoque là sur l'évolution depuis 2004 des annexes 8 et 10, est-ce que vous avez travaillé un peu annexe par annexe pour voir un petit peu le pourquoi de ces évolutions ? Est-ce que vous n'avez fait qu'aborder le sujet globalement, annexe 8 et 10, sans rentrer dans les dispositifs, ou est-ce que vous êtes rentré dans le dispositif, auquel cas est-ce que par rapport à telle annexe, par rapport à telle autre, on pourrait différencier l'analyse, Je reviens, je vous donne les nombres. Pour l'annexe 8 en 2003, donc avant la réforme, on était à 36 282. Alors, on est d'accord avec les nombres que vous évoquiez. On passe à 58 102, puisqu'il y a une restructuration, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui étaient dans l'annexe 10 qui passent dans l'annexe 8, etc. Toujours est-il que ça fait 315 millions de plus dépensés, alors que sur l'annexe 10, on est à un peu moins de 20 000, on passe de 70 000 à 50 000 récipiendaires, si je puis dire, et un volume financier qui passe de 763 à 717, c'est-à-dire à peu près 146 millions de moins. Donc, est-ce que vous, en tant qu'économiste, avez-vous étudié séparément l'annexe 8 et 10, et si tant est que vous l'avez fait, quelles sont les remarques éventuellement que vous pourriez nous faire en suggestion justement pour essayer de cadenasser un peu le système et essayer de réduire le volume financier qui va dans les annexes 8 et 10 quand on les additionne, mais peut-être plus sur l'une que sur l'autre.
Merci, M. Rogemont. Est-ce que Jean-Patrick a d'autres questions? Parce que j'attire, M. Coquet, votre attention sur le fait qu'il nous reste 10 minutes. Donc, tu as une autre question peut-être? Oui, bon, une autre piste, mais enfin, on voit bien que vous êtes dans une réforme plus globale, mais on ose quand même essayer de se dire, est-ce que vous pensez qu'un dispositif qui viserait à moduler les cotisations, euh, c'est-à-dire en fonction du recours plus ou moins important au CDDU, est-ce qu'on peut jouer sur le taux de cotisation? En plus, comme le débat va venir d'ailleurs sur le régime général, donc j'aimerais bien avoir votre réflexion là-dessus. Je réponds tout de suite sur le taux de cotisation. Non, l'ordre de grandeur n'est pas possible. Ça voudrait dire que le taux de cotisation est à peu près de 70% du salaire pour équilibrer. Donc c'est pas possible. Dans le régime général, les ordres de grandeur sont très très différents. Donc et puis aujourd'hui, le taux de cotisation est déjà modulé. Hein, et on est à 10,4 au lieu de 6,4 ou 18 d'ailleurs. J'ai fait peut-être une erreur, mais en tout cas, on est très très au-dessus. Vraiment, c'est pas un problème d'incitation qui vient de la cotisation qu'on paye. Comme vous êtes spécialiste du régime général et votre réflexion sur le régime, si on modulait l'ensemble du régime justement, est-ce que vous pensez ça serait souhaitable, ça serait, enfin, Oui, mais est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? oui, j'ai écrit là-dessus. Oui, oui, de toute façon, la théorie répond oui, sans ambiguïté. C'est toujours mieux pour contrôler les comportements qui coûtent cher à une assurance de tarifer plus cher ces comportements sans être prédateurs, mais juste coûteux. Hein, hein. Enfin, ou de récurrence au chômage, il faut les taxer plus. Donc là, le problème, c'est pas ça, c'est pas qu'on a une récurrence, c'est qu'on a des gens qui sont tout le temps là. Donc, enfin, vraiment, c'est extrêmement différent. Après, pour répondre à votre question directement, non, j'ai pas regardé les annexes 8 et 10 séparément. Enfin, si, je les ai regardées un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai pas sorti une analyse spécifique pour chacune. Pourquoi? Euh, Parce que clairement, il y a plein d'indices qui montrent qu'on a des comportements d'optimisation entre les deux. Et à l'intérieur même de chaque annexe. Là, je cherchais, je ne l'ai pas retrouvé dans l'emploi et spectacle là, le dernier rapport de la CNPS. J'ai repéré hier qu'il y a des catégories professionnelles qui, dans les 3 dernières années, ont augmenté de plus de 60%, pendant que d'autres diminuaient de 30%. Donc, quand on regarde la réforme de 2004, on se rend compte que par annexe, que l'année d'après, le salaire de référence dans les deux annexes booste dans l'une de plus 20% et dans l'autre, ça reste à peu près stable. Donc, on a des comportements d'optimisation très forts. C'est normal puisque les incitations à le faire sont très fortes, la récompense est très forte. Et donc, du coup, ce que ça veut dire que dès lors qu'on voudrait découper un sous-ensemble dans le secteur actuel, c'est-à-dire par exemple avec une carte professionnelle et le périmétrer sur la base de l'existant, on commet probablement une erreur parce que les découpages qu'on peut faire résultent déjà d'une optimisation assez violente et donc les gens ne sont pas au bon endroit. Et donc, je pense qu'on aurait un risque assez important à faire ça. Et donc, du coup, je n'ai pas regardé par annexe, sachant que la différence entre les deux reste malgré tout marginale par rapport à la différence de chacune d'entre elles relativement au droit commun. Merci. Jean-Patrick, ça va? Oui, alors, bon, alors pour résumer, donc on fait quoi? L'équité. Dans un régime mutualisé comme ça, l'équité, les mêmes droits pour tous. Après, s'il y a des professions ou des industries qui ont des problèmes spécifiques, ou qui sont des biens publics, ce qui est autre chose que d'avoir un problème spécifique de la façon dont on s'en employait les gens. Il y a des motifs pour donner ou des compléments de revenus, ou des aides, ou des subventions à la production. C'est très très clair. C'est ça un mécanisme d'incitation sain et en plus qui va bien vers l'objet qu'il prétend soutenir. Il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. Après, le problème, c'est que toute réflexion à partir de l'existant part d'un malade pour définir la bonne santé, quoi. Et donc, du coup, c'est très compliqué d'arriver à faire ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'équité est quelque chose qui peut nous rattraper. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de traiter différemment une caissière de supermarché qui
à des emplois beaucoup plus instables, à un emploi beaucoup plus instable, beaucoup plus incertain ou tout autant, en tout cas, qu'un intermittent du spectacle. Et donc, du coup, voilà, je pense qu'il faut les envisager de la même façon. Et qui ne va pas forcément très souvent au spectacle, à l'inverse du prof qui, lui, ne cotise pas. C'est ça que vous voulez me faire. Public, il n'y a pas de débat. Le bon mode de financement, c'est l'impôt. Et le bon mode de soutien à l'activité, c'est la subvention. Je pense qu'il faut revenir à des choses simples, efficaces, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de distorsion, ce qui ne veut pas dire que du coup ce secteur va être maltraité par le budget de l'État en période de disette budgétaire. Non, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire qu'on adapte l'instrument à l'objectif. Bon, c'est une vraie réforme quand même. Oui, enfin, le problème, c'est que c'est une vraie injustice aujourd'hui. Regardez, vous pouvez prendre, j'en citerai aucun, des dispositifs de politique économique dont on a dit qu'ils étaient injustes, regardez leur volume financier. Et regardez le nombre de personnes concernées. Vous verrez que celui-là, il me semble, aujourd'hui, dans les dispositifs injustes, en termes de volume financier annuel, est le plus injuste de tous. Surtout. Donc, alors, dernière observation. Non, mais c'est-à-dire qu'il est injuste parce que ça coûte cher, parce qu'il n'y a pas que l'annexe 8, 10 et 4, il en est d'autres, modestes, dans le champ d'intervention et qui tiennent compte aussi des singularités d'emploi. Après, on a de la solidarité interprofessionnelle. Donc ça, c'est un autre... il est normal qu'il y ait des hétérogénéités de situation, des hétérogénéités d'emploi, etc. Après, il reste à savoir comment on les compense. L'idée de les compenser, c'est justement de compenser la surexposition au chômage de certains par un régime mutualisé d'indemnisation du chômage. C'est ça l'idée générale. Après ça, là, on est totalement en dehors de ça. On est dans quelque chose où les gens qui sont là, en moyenne, reçoivent plus de la moitié de leurs revenus par an d'un système d'indemnisation du chômage qui... ça ne sert pas du tout à ça. Ce qui est bizarre, c'est que ce dispositif soit inclus dans l'UNEDIC. C'est tout bêtement. Hein. Le mieux est de l'en séparer, d'appliquer le droit commun de l'UNEDIC, et puis après... on met dans le débat public le type de soutien qu'on veut apporter aux personnes, aux entreprises, aux secteurs, aux consommateurs, etc. Mais c'est un autre sujet. Là, je connais peu d'autres cas où on est une telle dissociation entre l'instrument et l'objectif avec une telle conséquence en termes d'inéquité. Vraiment, je pense que l'inéquité est un point crucial pour évaluer toute solution qu'on mettra en œuvre, même si j'ai bien conscience des difficultés politiques, hein, je n'ai pas du tout le problème, mais quand même, outre que l'instrument ne va pas, il y a quand même un sujet sur qui paye pour qui et finalement quelle est la situation relative des gens qui payent et des gens qui reçoivent. Très bien. Monsieur Coquet, nous vous remercions pour la qualité de ce propos. Un épisode qui relance la série. Là, ouais. Merci.